Nous avons déjà tout partagé, annonça ma tante. Tu n'as pas été invité pour une raison. L'avocat fronça les sourcils. Mais son nom est le seul qui figure dans le testament. La pièce devint mortellement silencieuse. Je m'appelle Amanda Miller, et à 28 ans, je ne m'attendais pas à devenir le centre d'une guerre familiale. Lorsque ma grand-mère Eleanor bien-aimée est décédée le mois dernier après sa longue maladie, j'ai découvert, grâce à un SMS accidentel de ma cousine, que j'étais délibérément exclu de la lecture du testament. Malgré le nœud dans mon estomac, je me suis présenté quand même. Nous avons déjà tout partagé, annonça ma tante Judith avec un sourire narquois. Tu n'as pas été invité pour une raison. Puis l'avocat fronça les sourcils. Mais son nom est le seul qui figure dans le testament. La pièce devint mortellement silencieuse. Si vous vous êtes déjà senti injustement exclu par votre famille, cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez. Les drames familiaux se produisent partout, et je suis sur le point de partager comment le mien s'est déroulé d'une manière que personne n'attendait. Grandir en tant que fille du plus jeune fils de grand-mère Eleanor, Robert, n'a pas toujours été facile. Mais mon père s'est assuré que j'ai une enfance heureuse. Il était le rebelle de la famille qui a choisi de devenir professeur de lycée plutôt que de rejoindre la société d'investissement familiale. Ma mère, Samantha, était infirmière, et ils m'ont élevé avec des valeurs axées sur l'aide aux autres plutôt que sur l'accumulation de richesses. Chaque dimanche, nous allions visiter la grande maison victorienne de grand-mère Eleanor dans le quartier historique de Boston, une belle relique qui était dans notre famille depuis des générations. Quand j'avais 12 ans, tout a changé. Mon père est décédé subitement d'un anévrisme, et ma mère a eu du mal à faire face tant émotionnellement que financièrement. Grand-mère Eleanor est intervenue sans hésitation. Amanda vivra avec moi une partie de la semaine, annonça-t-elle à la famille, ne tolérant aucune discussion. Pendant les 6 années suivantes, j'ai partagé mon temps entre le modeste appartement de ma mère et la maison de grand-mère. Pendant que ma mère faisait des doubles quarts de travail pour nous maintenir à flot, grand-mère est devenue mon deuxième parent. Tu es comme moi, Amanda, me disait-elle lorsque nous étions assises dans son jardin. Tu vois les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent apporter. Ces mots m'ont façonné plus qu'elle ne l'a jamais su. Grand-mère Eleanor n'était pas la veuve riche typique. Elle portait des vêtements simples, faisait du bénévolat dans des soupes populaires et faisait des dons discrets à des causes auxquelles elle croyait. La grande maison était sa seule indulgence, une maison remplie de souvenirs plutôt que de richesses étalées. Mon oncle Philippe et ma tante Judith n'ont jamais compris ses choix. Ils vivaient dans des manoirs modernes dans la banlieue, conduisaient des voitures de luxe et faisaient constamment pression sur grand-mère pour qu'elle soit à la hauteur de son statut. Quand j'ai décidé de suivre les traces de ma mère et de devenir infirmière, en choisissant spécifiquement les soins palliatifs, ma famille élargie était perplexe. Mon oncle Philippe m'a coincé lors du dîner de Thanksgiving quand j'avais 21 ans. Tu pourrais travailler pour l'entreprise familiale, Amanda. Pourquoi perdre ton temps dans une carrière avec un plafond aussi bas? Il a fait tournoyer son bourbon coûteux tout en me regardant de haut. Ta grand-mère pourrait passer un coup de fil et t'assurer une vie confortable. J'ai simplement souri et dit, je veux gagner ma propre vie, oncle Philippe. Mes cousins, Rachel et Nathan, tous deux issus d'écoles de commerce prestigieuses et travaillant pour leur père, trouvaient mon choix incompréhensible. Ils avaient grandi en s'attendant à ce que l'héritage et les relations leur ouvrent la voie. Rachel m'a demandé une fois, tout à fait sérieusement, mais tu ne veux pas être riche? Le concept que je puisse valoriser quelque chose au-delà de l'argent leur était étranger. Alors que grand-mère prenait de l'âge dans ses 80 ans, sa santé a commencé à décliner. J'ai commencé à lui rendre visite 2 fois par semaine, en apportant des provisions, en l'aidant avec ses médicaments et souvent simplement en m'asseyant avec elle. Nous faisions de la pâtisserie ensemble en utilisant ses vieilles recettes, les mêmes qu'elle m'avait enseignées quand j'étais enfant. Ces biscuits aux épices étaient légendaires dans la famille, mais j'étais la seule à savoir que l'ingrédient secret était une pincée de poivre noir. Tu as encore de la farine sur le nez, riait-elle, tendant la main avec un mouchoir, même si son corps s'affaiblissait. Son esprit restait vif et son esprit prompt. Pendant ses visites, elle me racontait des histoires sur l'histoire de notre famille que personne d'autre ne semblait intéressé à entendre, comment sa propre grand-mère avait été l'une des premières femmes médecins du Massachusetts, comment la fortune familiale provenait à l'origine de l'invention par son grand-père d'une machine textile spécialisée, des histoires de lutte, de persévérance et d'échecs occasionnels qui humanisaient notre famille au-delà de la façade soignée présentée lors des réunions de vacances. N'oublie pas, Amanda, me dit-elle un après-midi, la richesse ne rend pas une personne digne. La façon dont il traite les autres quand il pense qu'il n'y a rien à gagner,
c'est la véritable mesure du caractère. Pendant ce temps, alors que les problèmes de santé de grand-mère devenaient plus prononcés, le reste de la famille ne lui rendait visite que sporadiquement. L'oncle Philippe s'arrêtait une fois par mois, passant plus de temps à examiner l'état de la maison qu'à se connecter avec sa mère. La tante Judith apportait des cadeaux coûteux dont grand-mère n'avait aucune utilité, puis partait après exactement 1 heure. Mes cousins venaient rarement sauf s'il y avait un repas de fête. En décembre, avant le décès de grand-mère, elle m'a donné une petite boîte en bois. C'était à ma mère, dit-elle en la plaçant dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un simple collier de perles, rien de tape à accent graveleux ni de particulièrement précieux. C'est magnifique, dis-je, sincèrement touché. Je veux que tu l'aies maintenant, insista T.L. Les autres ne verraient que des perles, mais tu comprendras que leur valeur vient de qui les portait. Je n'avais aucune idée à l'époque que ce petit cadeau serait plus tard retenu contre moi. La dernière conversation que j'ai eue avec grand-mère une semaine avant son décès résonne encore dans mon esprit. Elle passait une bonne journée, assise sur son fauteuil préféré près de la fenêtre. Alors que j'étais sur le point de partir, elle prit ma main avec une force surprenante. « Amanda, je vous observe tous depuis des années, dit-elle, ses yeux bleus clairs et directs. Je veux que tu saches que je vois tout, et bientôt je vais arranger les choses. » J'ai supposé qu'elle parlait de trouver la paix avant son décès. Je n'avais aucune idée qu'elle préparait quelque chose qui allait changer toutes nos vies à jamais. La première grande rupture dans notre famille s'est produite il y a 3 ans, lorsque grand-mère avait 85 ans. L'oncle Philippe a convoqué une réunion de famille chez grand-mère, soi-disant pour discuter de ses soins. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé non seulement la famille, mais aussi un agent immobilier qui attendait dans le salon. Nous avons discuté de la vente de la maison au bord du lac, annonça l'oncle Philippe, faisant référence à la propriété de vacances de notre famille dans le New Hampshire. Grand-mère y avait passé tous les étés depuis son enfance. Elle est vide la plupart de l'année et les coûts d'entretien sont ridicules. J'ai jeté un coup d'œil à grand-mère, dont l'expression était soigneusement neutre, mais je la connaissais assez bien pour voir la tension autour de sa bouche. Grand-mère a-t-elle accepté cela? J'ai demandé. L'oncle Philippe fit un geste de la main avec désinvolture. Mère comprend que c'est le choix pratique. À son âge, elle ne peut plus en profiter de toute façon. En fait, dis-je, nous parlions justement la semaine dernière de son désir d'y passer quelques semaines cet été. La pièce devint silencieuse. La tante Judith s'éclaircit la gorge. Amanda, ma chère, peut-être as-tu mal compris. Mère connaît ses limites. Grand-mère a finalement pris la parole. Je l'ai dit à Amanda. Je n'ai pas l'intention de vendre ma maison au bord du lac. L'agent immobilier s'excusa maladroitement. Une fois qu'elle fut partie, l'oncle Philippe s'en prit à moi. Tu fais toujours ça, grogna-t-il. Tu penses savoir ce qui est le mieux parce que tu passes plus de temps ici, mais tu ne comprends pas les considérations financières. Ce que je comprends, répondis-je calmement, c'est que grand-mère devrait prendre ses propres décisions concernant sa propriété. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, l'oncle Philippe m'a coincé dans la cuisine. Écoute attentivement, dit-il d'une voix lente. Tu peux penser que tu es spécial pour elle, mais tu abuses de ta chance. N'oublie pas qui a construit la richesse de cette famille, et ce n'est certainement pas ton père. La pique sur mon père a fait mal, mais j'ai tenu bon. Il ne s'agit pas d'argent, oncle Philippe. Il s'agit de respecter les souhaits de grand-mère. À partir de ce jour, l'oncle Philippe a commencé ce que je ne peux que décrire comme une campagne contre moi. Cela a commencé subtilement, des commentaires aux autres membres de la famille sur la façon dont je manipulais grand-mère, des suggestions selon lesquelles je me positionnais pour un traitement spécial dans le testament. À Noël cette année-là, il était clair que beaucoup dans la famille élargie s'étaient retournés contre moi. Lors du dîner de vacances, la tante Judith m'a accidentellement exclu de la photo de famille. La cousine Rachel a fait des commentaires acerbes sur les chasseurs de fortune en me regardant directement. Même la sœur de ma mère, tante Grace, qui avait toujours été gentille avec moi, était visiblement distante. Après le dîner, j'ai surpris l'oncle Philippe en train de parler à mon cousin Nathan. Nous devons protéger Eleanor de l'influence d'Amanda. Elle l'a enroulée autour de son doigt, et qui sait ce qu'elle la convainc de faire avec la succession. J'ai essayé de répondre directement à ses soupçons. J'ai envoyé des emails à mes tantes et oncles expliquant que je n'avais aucun intérêt pour l'argent de grand-mère, que je voulais juste que ses dernières années soient confortables et selon ses conditions. Les réponses étaient tièdes au mieux. La tante Judith a répondu par un bref « Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour mère », tandis que d'autres n'ont pas répondu du tout.
Le Pâques suivant, la famille a organisé un rassemblement chez l'oncle Philippe. Je n'ai pas été invité, mais j'ai découvert cela grâce aux médias sociaux lorsque Rachel a publié des photos. Sur une photo, grand-mère était assise dans un coin, l'air frêle et confuse. Je l'ai appelée ce soir-là. « Avez-vous apprécié le rassemblement de Pâques ?» J'ai demandé prudemment. « C'était bien, dit-elle, puis baissa la voix. Mais ils n'ont pas servi les œufs farcis comme je les aime. Et la maison de Philippe est toujours trop froide. J'aurais aimé être là, dis-je. Il y eut une pause. Tu n'étais pas invité. La véritable surprise dans sa voix confirma mes soupçons. On ne lui avait pas dit que j'étais exclu. Alors que la santé de grand-mère déclinait plus rapidement, la famille a commencé à limiter activement mon accès à elle. La tante Judith a instauré un horaire de visite qui ne m'allouait que 2 heures le dimanche après-midi, affirmant que c'était pour éviter de fatiguer mère. Quand j'arrivais pour ces visites, je constatais souvent qu'un cousin ou une tante décidait soudainement de passer en même temps, rendant les conversations privées impossibles. En réponse, j'ai trouvé des moyens créatifs de maintenir notre lien. J'apportais un déjeuner à partager avec grand-mère pendant mes jours de congé du centre de soins palliatifs. L'aide-soignante à domicile, Maria, qui se souciait sincèrement de grand-mère, m'appelait parfois directement quand elle pensait que grand-mère avait besoin de compagnie ou passait une journée particulièrement bonne. Le dernier Noël avant sa mort, je n'ai pas été invité du tout au rassemblement familial. J'ai reçu un SMS de la tante Judith, nous gardons les vacances petites cette année. Mère a besoin de repos. Plus tard, j'ai découvert par Maria que le petit signifiait tout le monde sauf moi. Alors, la veille de Noël, j'ai déposé un colis avec Maria, les biscuits aux épices préférés de grand-mère que nous faisions ensemble, un châle doux en cachemire dans son bleu préféré et un album photo que j'avais créé avec des photos de sa maison au bord du lac à travers les décennies. Quand grand-mère est décédée en avril, je n'ai pas eu les nouvelles directement de la famille. Maria m'a appelé en larmes de la maison de grand-mère. Au moment où je suis arrivé, l'oncle Philippe et la tante Judith étaient déjà là, parlant avec le directeur des pompes funèbres des arrangements. « Oh, Amanda, dit la tante Judith avec une douceur artificielle quand elle m'a vu. Nous allions vous appeler, bien sûr. » Les funérailles étaient un défilé de politique familiale. J'étais assise au 3e rang derrière des membres de la famille élargie qui avaient vu grand-mère peut-être 2 fois au cours de la dernière décennie. On ne m'a pas demandé de prendre la parole, même si j'avais passé plus de temps avec elle que quiconque ces dernières années. L'oncle Philippe a prononcé un éloge funèbre qui se concentrait en grande partie sur le sens des affaires du défunt mari de grand-mère et l'héritage qu'il avait laissé à la famille. À travers tout cela, je n'arrêtais pas de penser à ce que grand-mère avait dit à propos d'arranger les choses. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots seraient prophétiques. 2 semaines après les funérailles, je préparais le dîner dans mon petit appartement lorsque mon téléphone a émis un bip avec un SMS. C'était de ma cousine Rachel, clairement envoyé à un groupe par erreur, lecture du testament demain au bureau d'Harrison. 14 heures, maman dit de ne pas le dire à Amanda. J'ai regardé le message, mon estomac se contractant. Une seconde plus tard, un autre message a suivi, désolé, mauvais fil. Ignorez ça, s'il vous plaît. Je me suis assise à ma table de cuisine, une sensation froide se répandant en moi. Alors, c'est comme ça que ça allait se passer. Il n'allait même pas me parler de la lecture du testament. Quel que soit l'héritage que grand-mère m'ait laissé, il prévoyait apparemment de me le cacher entièrement. Toute la nuit, j'ai débattu de ce qu'il fallait faire. Une partie de moi voulait respecter leurs souhaits, s'élever au-dessus de la mesquinerie. Je ne m'étais jamais soucié de l'argent de grand-mère. Notre relation avait été basée sur l'amour, pas sur l'héritage. Mais une autre partie de moi, une partie plus forte, sentait que grand-mère voudrait que je sois là. À tout le moins, je méritais d'entendre ses dernières volontés, même si elle ne m'avait rien laissé. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé pour prendre un jour de congé au travail, ce que je faisais rarement. J'ai soigneusement choisi ma tenue, une simple robe bleu marine que grand-mère avait toujours complimentée, professionnelle, mais pas voyante. Je voulais avoir l'air respectueuse, pas comme quelqu'un qui désespère pour de l'argent. Alors que je conduisais au cabinet d'avocat du centre-ville de Boston, mes mains tremblaient sur le volant. J'ai répété ce que je pourrais dire, comment je gérerais l'inévitable confrontation. Sur le parking, je me suis assise pendant plusieurs minutes, rassemblant mon courage. « Défends-toi, Amanda. » Je pouvais presque entendre grand-mère dire, « Tu appartiens partout où je voulais que tu sois. » Le cabinet d'avocats Harrison & Associates occupait le dernier étage d'un vieil immeuble distingué.
quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je les ai vus immédiatement, l'oncle Philippe et la tante Judith, mes cousins Rachel et Nathan, la tante Grace et son mari Tom, même le cousin éloigné Loïs, qui avait à peine parlé à grand-mère depuis une décennie. Ils étaient regroupés dans la salle d'attente, parlant à voix basse. La tante Judith m'a vu en premier. Son visage s'est figé au milieu d'une phrase, puis s'est rapidement transformé en un masque de désapprobation. « Amanda, dit-elle à voix haute, faisant se retourner tout le monde. Que fais-tu ici ? » J'ai légèrement levé le menton. Je suis ici pour la lecture du testament de grand-mère. L'oncle Philippe s'avança, se plaçant physiquement entre moi et le groupe. Tu n'as pas été invité. C'est pour la famille. Je suis de la famille, dis-je simplement. Tu sais ce qu'il veut dire, intervint Rachel. La famille qui a respecté les souhaits de grand-mère au lieu d'essayer de l'influencer. Avant que je puisse répondre, une porte s'ouvrit et un homme âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants apparut. « Sommes-nous tous ici pour la succession d'Eleanor Miller ?» demanda-t-il, puis remarqua la tension. « Y a-t-il un problème ?» La tante Judith s'avança avec son sourire le plus charmant. « Monsieur Harrison, il semble y avoir un malentendu. Amanda n'était pas censée être incluse dans la lecture d'aujourd'hui. » Monsieur Harrison avait l'air confus. « Mademoiselle Amanda Miller ? La petite fille d'Eleanor ? » « Oui, c'est moi, ai-je confirmé. » Il consulta son presse-papier. « Alors vous êtes définitivement censé être ici. S'il vous plaît, tout le monde, entrez. » La salle de conférence était élégante, mais pas ostentatoire, avec une longue table en acajou et des chaises en cuir confortables. J'ai pris place près de la porte, sentant tous les yeux sur moi. Les chuchotements étaient à peine dissimulés, elle a dû découvrir ça d'une manière ou d'une autre. Philippe va être furieux. Après tout, elle a fait ça avec la maison au bord du lac. Monsieur Harrison s'éclaircit la gorge, ramenant l'ordre dans la pièce. Avant de commencer, je dois mentionner que j'étais l'ami d'Eleanor ainsi que son avocat depuis plus de 30 ans. Elle était très précise sur ses souhaits, et j'ai l'intention de les honorer exactement. Il commença à chercher un dossier, mais la tante Judith l'interrompit. Monsieur Harrison, je pense que je devrais expliquer la situation avec Amanda. Elle n'a pas été invitée aujourd'hui parce que nous avons déjà discuté de la distribution de la plupart des articles. Nous ne voulions pas vous faire perdre votre temps. Je sentais mon visage brûler alors que tout le monde se tournait à nouveau pour me regarder. Nous avons déjà tout partagé, annonça ma tante avec autorité. Tu n'as pas été invité pour une raison. Monsieur Harrison fronça les sourcils, ayant l'air sincèrement perplexe. Je crains qu'il n'y ait eu un sérieux malentendu, Madame Carter. Rien n'aurait dû être distribué pour le moment. Il me regarda directement. Et quant à ce que mademoiselle Amanda Miller n'ait pas été invitée. Il ouvrit le dossier devant lui et ajusta ses lunettes. Ce serait très irrégulier compte tenu du contenu du testament. Que voulez-vous dire ? demanda l'oncle Philippe. Monsieur Harrison leva les yeux, son expression professionnellement neutre mais avec quelque chose comme de la satisfaction dans ses yeux. Je veux dire que son nom est le seul qui figure dans le testament. La pièce devint mortellement silencieuse. J'avais l'impression que tout l'air avait été aspiré, nous laissant dans un vide où personne n'osait respirer. C'est impossible, finit par bafouiller l'oncle Philippe. Il doit y avoir une erreur. Je vous assure qu'il n'y en a pas, répondit monsieur Harrison, son ton indiquant clairement qu'il n'était pas un homme qui faisait des erreurs. Peut-être serait-il préférable que je lise simplement le testament comme Eleanor l'entendait. Monsieur Harrison mit ses lunettes de lecture et commença d'une voix claire et stable. Moi, Eleanor Catherine Miller, étant saine d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament, révoquant tous les testaments et codicilles précédents. Le langage juridique formel continua pendant un moment avant qu'il n'atteigne la section critique. Après mûre réflexion et observation de ma famille au cours de ces dernières années, j'en suis venu à une décision concernant la distribution de ma succession. Je lègue par la présente tous mes biens, tant immobiliers que personnels, y compris, mais sans illimité, ma résidence principale au 47 Bacon Hill Avenue, ma propriété de vacances au lac Winnipesaukee, tous les comptes financiers, les investissements, les effets personnels et les héritages familiaux à ma petite-fille, Amanda Rose Miller. Il y eut un halètement collectif. Rachel laissa tomber son verre d'eau, l'envoyant se briser sur le plancher de bois franc. Personne ne bougea pour nettoyer. Ce n'est pas légal, dit l'oncle Philippe, son visage prenant une teinte rouge alarmante. Monsieur Harrison continua comme s'il n'avait pas été interrompu.
J'ai joint une lettre personnelle expliquant mes décisions, que M. Harrison remettra à Amanda en privé. Cependant, je tiens à préciser que cette décision a été prise en pleine connaissance et avec une attention particulière. Il leva les yeux du document. Il y a plus, mais peut-être devrions-nous aborder les préoccupations immédiates en premier. La tante Judith pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Après tout ce que nous avons fait pour elle, les rendez-vous chez le médecin, les dîners de famille, le maintien de son statut social alors qu'elle insistait pour fréquenter ces gens de la charité. Nathan se pencha en avant. Nous allons contester ça. Elle n'était clairement pas saine d'esprit. Monsieur Harrison secoua légèrement la tête. Je vous déconseillerais cette façon de procéder. Eleanor avait anticipé cette réaction et a pris des mesures importantes pour documenter sa compétence mentale. Elle a subi une évaluation cognitive complète par 3 neurologues distincts au cours des mois précédant son décès, qui ont tous certifié qu'elle était pleinement compétente pour prendre ses décisions. Alors que la réalité s'installait, je me suis souvenu des mots de grand-mère, je vous observe tous depuis des années. Elle ne bavardait pas pour rien. Elle nous testait, observant comment nous nous comportions quand nous pensions qu'il n'y avait rien à gagner. Monsieur Harrison tendit la main dans sa serviette et en sortit une enveloppe scellée. Amanda, votre grand-mère m'a demandé de vous remettre cette lettre en privé, mais compte tenu des circonstances, vous voudrez peut-être partager certaines parties avec la famille. D'une main tremblante, j'ouvris l'enveloppe et commençai à lire en silence. Ma très chère Amanda. Si tu lis ceci, alors je suis passé à autre chose, et tu viens de découvrir que tu es ma seule héritière. J'imagine que la famille ne le prend pas bien. Pendant des années, j'ai observé comment chacun de vous se comportait avec moi. Philippe ne venait que lorsqu'il voulait discuter de la rationalisation de mes actifs. Judith venait avec des cadeaux coûteux, mais ne restait jamais assez longtemps pour une vraie conversation. Les petits-enfants, sauf toi, n'appelaient que pour les anniversaires et les fêtes. Mais toi, Amanda, tu es venue parce que tu voulais être avec moi. Tu as écouté mes histoires, cuisiné mes recettes et tu m'as traité comme une personne, pas comme un compte bancaire attendant d'être consulté. J'ai mené un test ces dernières années. J'ai délibérément mentionné des objets de valeur autour de différents membres de la famille pour voir comment ils réagiraient. J'ai regardé qui se souciait de ma santé et qui se souciait de mon portefeuille. J'ai remarqué qui aidait parce qu'il se souciait et qui aidait parce qu'il pensait qu'il le devrait. Tu es la seule qui n'a jamais échoué au test. Avec amour et une confiance totale en toi. Grand-mère Eleanor. Je levai les yeux de la lettre, les larmes coulant sur mon visage, pour trouver la pièce en chaos. L'oncle Philippe était au téléphone, appelant probablement son avocat. La tante Judith réprimandait M. Harrison au sujet d'une influence indue. Rachel sanglotait de façon dramatique, tandis que Nathan fixait le mur d'un air absent. Il y a autre chose que vous devriez tous savoir, dit M. Harrison d'une voix forte, coupant le bruit. Eleanor a tout documenté. Elle a tenu des registres méticuleux des visites, des conversations et des comportements. Elle a installé un système de sécurité dans sa maison il y a 2 ans qui a suivi qui allait et venait. Elle a enregistré les SMS et les courriels. Elle a même enregistré certaines conversations, ce qui est légal dans le Massachusetts tant qu'une partie consent. Il ouvrit un autre dossier. De plus, Eleanor savait que des articles avaient déjà été retirés de sa maison sans sa permission. Elle a tenu un inventaire complet avec des photographies de toutes ses possessions. C'est ridicule, brailla la tante Judith, mais sa voix manquait de conviction. L'est-ce vraiment? Monsieur Harrison haussa un sourcil. Alors, peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi la lampe Tiffany du bureau se trouve actuellement dans votre salon, ou pourquoi le bracelet de tennis en diamant d'Eleanor a été porté par Rachel lors d'un événement caritatif le mois dernier, ou pourquoi des peintures de la maison au bord du lac ont été photographiées dans le bureau de Philippe. La couleur disparut de leur visage. Le testament comprend une condition, continua M. Harrison. Tous les articles retirés des propriétés d'Eleanor doivent être retournés dans les 30 jours. Le non-respect de cette consigne entraînera des poursuites judiciaires. L'oncle Philippe finit par exploser. C'est de ta faute, me cria-t-il, pointant un doigt tremblant. Tu as manipulé une vieille femme confuse. Tu l'as montée contre sa propre famille. J'ai pensé à tous les dimanches après-midi que j'avais passés avec grand-mère, à parler de livres, d'oiseaux et d'histoires familiales. J'ai pensé aux fois où je l'avais conduite à des rendez-vous chez le médecin quand personne d'autre ne prenait de congé. J'ai pensé à la simple joie sur son visage quand je lui apportais sa crème glacée préférée juste parce que c'était mardi. Non, oncle Philippe, dis-je doucement.
Grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a toujours fait. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. J'ai quitté le bureau de Monsieur Harrison ce jour-là avec la lettre de grand-mère serrée contre ma poitrine et les menaces de ma famille résonnant dans mes oreilles. Les derniers mots de l'oncle Philippe pour moi ont été « ce n'est pas fini ». Loin de là. Il ne mentait pas. Dès le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner avant l'aube. D'abord la tante Judith, puis la cousine Rachel, puis des parents que je connaissais à peine, tous demandant des explications, faisant des accusations ou tentant de négocier pour des articles auxquels ils se sentaient autorisés. J'ai arrêté de répondre aux numéros inconnus, mais les messages vocaux s'accumulaient. Amanda, c'est votre tante Judith. Je m'attends à ce que vous fassiez ce qu'il faut ici. Votre grand-mère ne pensait pas clairement. Nous le savons tous. Rappelez-moi immédiatement. Et, c'est Nathan. Écoute, je sais que nous n'avons pas été proches, mais ce service en argent m'a été promis il y a des années. Je peux t'envoyer le courriel où grand-mère l'a mentionné. Amanda, c'est l'oncle Philippe. Mon avocat vous contactera. Ce que vous avez fait est méprisable et ne tiendra pas devant les tribunaux. À la fin de la semaine, le harcèlement s'était déplacé en ligne. Rachel a publié une attaque à peine voilée sur les médias sociaux. C'est incroyable de voir comment certaines personnes peuvent faire semblant de se soucier de leur famille juste pour obtenir ce qu'elles veulent. Les vraies couleurs finissent toujours par se montrer. Des parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient soudainement des messages, soit pour me condamner, soit pour tenter d'établir une connexion amicale maintenant que j'avais hérité de la richesse. J'ai changé mon numéro de téléphone et j'ai verrouillé mes comptes de médias sociaux, mais le stress me pesait physiquement. Je ne dormais pas. J'avais des maux de tête constants. Et mon superviseur au centre de soins palliatifs a remarqué que je faisais de petites erreurs que je n'aurais jamais faites auparavant. Amanda, est-ce que tout va bien, demanda-t-elle après que j'ai oublié de documenter un changement de médicament. Ce n'est pas dans tes habitudes. J'ai craqué et je lui ai tout raconté. Elle a immédiatement insisté pour que je prenne une semaine de congé personnel. Vos patients ont besoin de vous au meilleur de votre forme, dit-elle gentiment. Prenez le temps de mettre de l'ordre dans vos affaires juridiques. Pendant cette semaine, j'ai finalement visité la maison de grand-mère, ma maison maintenant, selon le testament. J'ai utilisé la clé que j'avais depuis des années et je suis entré dans les pièces silencieuses et vides qui sentaient encore légèrement son parfum. Mais quelque chose n'allait pas. La maison semblait creuse, avec des espaces vides et visibles sur les murs et les étagères. En passant d'une pièce à l'autre, j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ce qui s'était passé. L'horloge antique qui avait toujours été dans le couloir avait disparu. La collection de figurines en cristal que grand-mère chérissait manquait de plusieurs pièces. Sa boîte à bijoux dans la chambre était presque vide. Ils avaient déjà pris tellement de choses, pas seulement des objets de valeur, mais des choses de pure valeur sentimentale, le couvre-lit tricoté à la main que la mère de grand-mère avait fait, la collection de cuillères souvenirs de ses voyages avec grand-père, même le livre de recettes usées où elle avait griffonné des notes dans les marges. Je me suis effondré sur son lit, dépouillé maintenant du couvre-lit fait à la main qui aurait dû y être, et j'ai sangloté jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Il ne s'agissait pas de la valeur monétaire. Il s'agissait de l'effacement de sa présence, du vol de souvenirs que j'espérais garder précieusement. Au fond de son placard, j'ai trouvé un petit coffre-fort dont je n'avais pas connaissance. Après avoir essayé plusieurs combinaisons qui pourraient avoir un sens pour elle, j'ai finalement utilisé sa date de naissance, et il s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, plusieurs lecteurs USB et une note manuscrite, pour Amanda, à utiliser si nécessaire. Le journal détaillait tout. Chaque visite, chaque conversation, chaque objet emprunté qui n'a jamais été retourné. Elle documentait le comportement de la famille depuis des années, créant un dossier qu'il serait impossible de contester. Les lecteurs USB contenaient des copies de sauvegarde de courriel, des photos de ses possessions et même des enregistrements audio. Une entrée datant de 6 mois avant son décès s'est démarquée. Philippe a rendu visite aujourd'hui, a passé 10 minutes à s'enquérir de ma santé, puis 1 heure à essayer de me convaincre de rationaliser ma succession en vendant la propriété au bord du lac. Quand j'ai refusé, il est devenu assez irrité et a dit que j'étais irrationnel au sujet d'un actif dépréciatif. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai fait évaluer la propriété le mois dernier. Elle vaut près du double de ce qu'elle valait quand Harold et moi l'avons achetée. Philippe n'a jamais compris la différence entre le prix et la valeur. Une autre entrée était encore plus révélatrice. Judith a amené Rachel pour une visite décontractée aujourd'hui pendant que Judith m'occupait dans le salon.
Rachel a disparu à l'étage pendant près de 20 minutes. Après leur départ, j'ai vérifié ma boîte à bijoux. Comme je le soupçonnais, mon bracelet de tennis a maintenant disparu. J'ai mis à jour l'inventaire et j'ai pris des photos de l'espace vide. Je me demande s'ils ont réalisé qu'il y a des caméras dans le couloir à l'étage. Maintenant, armé de ces preuves, j'ai recontacté Monsieur Harrison. Je dois riposter, lui dis-je. Ils ont déjà pris tellement de choses. Eleanor soupçonnait que cela pourrait arriver, dit-il gravement. Elle a été très minutieuse dans ses préparatifs. Je vais vous mettre en contact avec un avocat spécialisé dans les litiges en matière de testament contesté et de vol de succession. L'avocate, Sarah Donovan, était une femme redoutable dans la cinquantaine avec une réputation d'être implacable. Elle a examiné la documentation de grand-mère et a immédiatement commencé à rédiger des lettres de cessation et d'abstention à tous ceux qui avaient pris des objets de la maison. C'est l'un des cas les mieux documentés que j'ai jamais vus, me dit-elle. Votre grand-mère était extraordinairement méthodique. La riposte juridique n'a fait qu'intensifier la campagne de la famille contre moi. L'oncle Philippe, fidèle à sa parole, a intenté une action en justice contestant le testament pour cause d'influence indue et de manque de capacité testamentaire. La tante Judith a commencé à appeler mes collègues du centre de soins palliatifs, insinuant que j'avais négligé des patients pour passer du temps à manipuler ma grand-mère. La directrice du centre m'a convoqué dans son bureau. Amanda, je sais que ces accusations sont sans fondement, mais elles deviennent perturbatrices. Plusieurs familles ont exprimé des inquiétudes après avoir reçu des appels de votre tante. Ma réputation professionnelle, que j'avais bâtie grâce à des années de soins dévoués, était systématiquement attaquée. Le stress est devenu si intense que j'ai développé de l'insomnie et commencé à avoir des crises de panique. Mon médecin m'a prescrit des médicaments contre l'anxiété et m'a fortement recommandé une thérapie. Vos symptômes physiques sont un résultat direct de ce stress continu, expliqua-t-elle. Ce niveau de conflit familial crée un véritable traumatisme. Au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu un courriel d'un journaliste local me demandant de commenter le différend successoral de la famille Miller qui a divisé l'une des plus anciennes familles de Boston. D'une manière ou d'une autre, l'histoire avait fuité dans la presse. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, les rideaux tirés, j'ai touché le fond. J'ai sérieusement envisagé d'abandonner, de céder l'héritage juste pour que ce cauchemar prenne fin. J'ai ressorti la lettre de grand-maman, cherchant du réconfort dans ces mots, quand mon téléphone a émis un signal sonore pour un texto provenant d'un numéro inconnu. Amanda, c'est Maria, l'aide-soignante de ta grand-mère. J'ai encore des choses qu'elle voulait que tu aies. Des choses personnelles que j'ai gardées en sécurité. Pouvons-nous nous rencontrer? Le lendemain, Maria m'a remis une petite boîte. Elle m'a fait promettre de garder ces choses à part du reste de la maison. Elle a dit, tu sauras quoi en faire le moment venu. À l'intérieur de la boîte, il y avait d'autres cartes mémoire et un petit enregistreur numérique. Quand j'ai branché la première carte dans mon ordinateur portable, j'ai trouvé des douzaines de fichiers vidéo, grand-maman assise dans son fauteuil préféré, parlant directement à la caméra. Dans la première vidéo, datée de près d'un an avant sa mort, elle regardait directement l'objectif avec des yeux clairs et vifs. Je m'appelle Eleanor Catherine Miller. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et j'enregistre ceci de mon plein gré, avec toutes mes facultés mentales, comme Monsieur Harrison peut en témoigner. La caméra a pivoté pour montrer Monsieur Harrison assis à proximité, qui a hoché la tête et a indiqué son nom et la date. Je veux expliquer mes décisions concernant mon testament, a poursuivi grand-maman. Pendant des années, j'ai observé le comportement de ma famille. J'ai testé leur caractère et leur motivation, et j'ai pris mes décisions en conséquence. Elle a continué en détaillant des incidents spécifiques, des dates et des observations qui l'avaient amené à prendre la décision de tout me léguer. Sa voix était forte, son raisonnement clair et précis. Personne ne pourrait prétendre qu'elle avait été confuse ou manipulée. En regardant vidéo après vidéo, j'ai senti la présence de grand-maman m'envahir. Elle ne m'avait pas seulement légué ses biens. Elle m'avait laissé les moyens de défendre ses souhaits. Elle avait su exactement ce qui allait se passer et s'y était préparée méticuleusement. Dans la dernière vidéo, enregistrée quelques semaines seulement avant sa mort, elle semblait plus fragile, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. Amanda, si tu regardes ceci, c'est que les choses sont devenues difficiles, comme je m'y attendais. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit sur la défense de tes droits? Parfois, la gentillesse signifie avoir le courage d'imposer des limites. Je ne t'ai pas élevé pour être un paillasson, ma chère.
Je t'ai élevé pour que tu sois comme moi, et je n'ai jamais laissé personne profiter de moi. Pour la première fois depuis la lecture du Testament, j'ai senti une étincelle de mon ancienne force revenir. Grand-maman m'avait confié non seulement ses biens, mais aussi son héritage. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah Donovan. J'ai quelque chose que vous devez voir, lui ai-je dit, et j'ai apporté toutes les vidéos et les enregistrements. Après les avoir examinés, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise avec le premier sourire sincère que je lui voyais. Ça change tout. Votre grand-mère n'a pas seulement monté un dossier. Elle a créé une forteresse. Grâce à ces nouvelles preuves, nous avons élaboré une stratégie globale. Tout d'abord, nous avons déposé un inventaire formel de tous les articles manquants auprès du tribunal des successions, accompagné de photographies et de documents indiquant leurs emplacements actuels. Ensuite, nous avons envoyé des mises en demeure formelles pour la restitution de chaque article, avec une date limite claire. Simultanément, Sarah a déposé une requête en irrecevabilité de la poursuite de l'oncle Philippe contestant le testament, en joignant les vidéos de grand-maman comme pièce justificative. Aucun juge du Commonwealth ne statuera contre votre grand-mère après avoir vu ces vidéos, m'a-t-elle assuré. Nous avons également contacté l'équipe juridique du centre de soins palliatifs, en fournissant la preuve que les accusations portées contre moi faisaient partie d'une campagne de harcèlement ciblé. Ils ont immédiatement émis des mises en demeure à mes proches, menaçant d'intenter une action en justice si les appels diffamatoires continuaient. Pour obtenir un soutien supplémentaire, j'ai contacté plusieurs des infirmières et aides-soignantes qui s'étaient occupées de grand-maman dans ces derniers mois. Elles ont été heureuses de fournir des affidavits sur la fréquence de mes visites par rapport au reste de la famille. Vous étiez là au moins 2 fois par semaine, a confirmé l'infirmière Thompson. Parfois, votre oncle passait un mois sans se montrer, puis passait toute la visite sur son téléphone. Maria a fourni un calendrier détaillé qu'elle avait tenu de tous les visiteurs, montrant que j'avais rendu visite à grand-maman 64 fois au cours de sa dernière année, tandis que l'oncle Philippe lui avait rendu visite 7 fois et tante Judith 9 fois. Mes cousins ne s'étaient rendus que pendant les fêtes. Nous avons également obtenu des relevés financiers montrant que l'oncle Philippe avait emprunté des sommes importantes à grand-maman au fil des ans sans les rembourser et que tante Judith avait imputé de nombreuses dépenses personnelles au compte de grand-maman sous le couvert de frais de soins. Armée de cette montagne de preuves, Sarah a suggéré que nous organisions une réunion de famille à son bureau. Parfois, montrer toutes ces cartes d'un coup peut éviter des mois de litiges inutiles, a-t-elle expliqué. Le jour de la réunion, je suis arrivé tôt, l'estomac noué, malgré notre position forte. L'un après l'autre, ils sont arrivés, l'oncle Philippe avec son avocat, un homme à l'air nerveux qui n'arrêtait pas de regarder sa montre, tante Judith, qui refusait de croiser mon regard, les cousins Rachel et Nathan, essayant tous les deux d'afficher des expressions d'ennui qui ne pouvaient pas tout à fait dissimuler leur anxiété. Merci à tous d'être venus, a commencé Sarah une fois que tout le monde était assis. Nous avons demandé cette réunion pour résoudre certains problèmes en suspens concernant la succession d'Eleanor Miller. L'avocat de l'oncle Philippe s'est immédiatement lancé dans une déclaration préparée concernant des préoccupations importantes concernant une influence indue et des questions sur la capacité testamentaire. Sarah l'a laissé finir avant de répondre. Avant d'aller plus loin, il y a des documents que je pense que tout le monde devrait examiner. Elle a appuyé sur un bouton d'une télécommande, et le grand écran au mur s'est animé avec le visage de grand-maman. Je m'appelle Eleanor Catherine Miller. Sa voix claire a rempli la pièce. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et j'enregistre ceci de mon plein gré. Pendant que la vidéo jouait, j'ai regardé les visages de ma famille. L'oncle Philippe est devenu de plus en plus pâle. La main de tante Judith a volé à sa bouche. Rachel a commencé à pleurer en silence. Quand elle s'est terminée, Sarah a simplement dit, il y a 17 autres vidéos comme celle-ci, chacune abordant des incidents et des décisions spécifiques. Eleanor Miller était peut-être la cliente la plus minutieuse que j'ai jamais rencontrée à titre posthume. Elle a changé l'écran pour afficher une feuille de calcul. Voici l'inventaire actuel des articles retirés des propriétés d'Eleanor sans permission. À côté de chaque article se trouve son emplacement, la documentation de son retrait et sa valeur approximative aux fins d'assurance. Le total s'élève actuellement à un peu plus de 400 000 $. La pièce était d'un silence de mort. Madame Miller est prête à déposer des accusations criminelles pour vol si ces articles ne sont pas retournés dans les 7 jours, a poursuivi Sarah, d'une voix pragmatique. De plus, nous avons des documents sur l'exploitation financière qui pourraient intéresser le bureau du procureur de district. L'avocat de l'oncle Philippe s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille avec insistance.
Après un moment, l'oncle Philippe s'est éclairci la gorge. Peut-être avons-nous tous été précipités. Les émotions sont fortes après une perte comme celle-ci, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter que la réunion s'était terminée avec l'avocat de l'oncle Philippe demandant du temps pour examiner les preuves et conseiller son client. 2 jours plus tard, il a appelé Sarah pour l'informer qu'il retirait leur poursuite contestant le testament. En moins d'une semaine, des articles ont commencé à apparaître sur le porche de grand-maman, livrés par des entreprises de déménagement plutôt que retournés en personne. Les bijoux sont revenus par coursier, chaque pièce soigneusement emballée. Pas de notes, pas d'excuses, mais au moins ils se conformaient. Je ne m'attendais pas à entendre directement de leurs nouvelles, j'ai donc été surprise lorsque tante Judith m'a appelé directement. Amanda, a-t-elle dit, sa voix manquant de son tranchant habituel, nous ne réalisions pas à quel point ces dernières années comptaient pour mère. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu simplement. Il y a eu une longue pause. Nous pensions que vous profitiez d'elle. Nous ne comprenions pas pourquoi elle préférait autant votre compagnie parce que je la voyais comme une personne, pas comme un bilan. Une autre pause. Certains d'entre nous aimeraient parler, expliquer, peut-être même s'excuser. J'ai considéré ces paroles. Je suis prête à écouter, mais j'ai besoin de temps. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon de grand-maman, maintenant vraiment mon salon, entouré des objets retournés qui portaient sa mémoire. Les victoires des dernières semaines me semblaient creuses à certains égards. J'avais la maison, les biens, la validation juridique, mais j'avais perdu ce qui restait de ma famille dans le processus. Le lendemain, j'ai pris des mesures. J'ai appelé chaque membre de la famille individuellement, leur offrant la possibilité de choisir un article sentimental parmi les biens de grand-maman, pas les choses les plus précieuses, mais quelque chose de significatif pour se souvenir d'elle. Certains ont refusé, encore trop fiers ou en colère. Mais Rachel m'a surprise en demandant le livre de recettes de grand-maman. Elle m'a appris à faire des snickerdoodles d'une fois, a-t-elle admis. C'est l'un de mes rares bons souvenirs avec elle. Nathan a demandé la vieille boîte à pêche de grand-papa de la maison du lac. Il m'a emmené pêcher quelquefois quand j'étais vraiment petit. Avant que tout ne devienne si compliqué. L'oncle Philippe a refusé mon offre comme prévu, mais tante Judith a demandé l'une des peintures à l'aquarelle de grand-maman, un simple paysage du lac au coucher du soleil. Elle l'a peint l'été avant d'épouser votre grand-père, m'a-t-elle dit. Je l'ai toujours admiré. Ces petites connexions n'ont pas guéri les blessures profondes qui avaient été infligées, mais c'était un début, une reconnaissance que grand-maman était plus que sa richesse. Elle avait été une personne qui avait touché toutes nos vies de différentes manières. Le tribunal a officiellement clos l'affaire le mois suivant, me confirmant comme seule héritière et propriétaire légale de toutes les propriétés et possessions de grand-maman. La victoire était complète, mais compliquée par la connaissance que les relations avaient été irrémédiablement endommagées. Alors que je me tenais sur le porche de la maison de grand-maman, ma maison, regardant le coucher du soleil, je pensais à ce qu'elle ressentirait de tout ce qui s'était passé, la laideur, les accusations, la cupidité, mais aussi l'hommage final à ses souhaits. Tu as bien fait, grand-maman, ai-je murmuré à l'air du soir. Tu nous as tous vus clairement, même quand nous ne pouvions pas nous voir nous-mêmes. 6 mois après la lecture du testament qui a tout changé, j'étais assise dans le jardin de grand-maman Éléanore, maintenant mon jardin, à regarder les abeilles bourdonner paresseusement autour des buissons de lavande qu'elle avait plantés il y a des années. La propriété s'était transformée de manière subtile. J'avais conservé le caractère et la chaleur qu'elle avait cultivés, mais j'avais ajouté des touches qui reflétaient ma propre personnalité, de nouvelles étagères dans le bureau, un petit coin de méditation dans la véranda, des carillons éoliens suspendus au plafond du porche. La maison ne semblait plus hantée par les conflits. Elle était redevenue un sanctuaire, tout comme lors de mes visites d'enfance. J'avais pris un congé du centre de soins palliatifs pour me concentrer sur le règlement de la succession et déterminer la voie à suivre. L'héritage m'avait donné des options que je n'avais jamais imaginé avoir, mais aussi des responsabilités que j'apprenais encore à gérer. Un après-midi pluvieux, en rangeant le bureau de grand-maman, j'ai trouvé une enveloppe que j'avais en quelque sorte manquée lors des nettoyages précédents. Elle était adressée simplement à Amanda, après que tout soit réglé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur le papier à en-tête distinctive de grand-maman. Ma très chère Amanda. Si tu lis ceci, c'est que la tempête est passée. Connaissant notre famille, c'était probablement un ouragan de catégorie 5, mais j'avais une confiance totale en ta force et ta résilience. Je dois expliquer quelque chose que je ne pouvais pas mettre dans mes documents officiels. Cet héritage n'avait jamais pour but de punir les autres,
bien que je sois sûr que c'est ainsi qu'ils l'ont vu. Il s'agissait de reconnaître le cœur qui bat si fort en toi. Le même cœur qu'avait mon Harold. Le même cœur que ton père, Robert, a hérité. L'argent change les gens, Amanda. J'ai vu ça se produire tout au long de ma vie. Il peut faire ressortir l'égoïsme, le sentiment d'avoir droit à tout et la cruauté. Mais occasionnellement, très occasionnellement, il trouve son chemin vers quelqu'un qui comprend son véritable but, créer une sécurité qui permette la générosité. Je t'ai choisi non pas parce que tu étais parfaite ou parce que tu ne m'as jamais déçu. Je t'ai choisi parce que quand tu faisais des erreurs, tu les assumais. Quand tu n'étais pas d'accord avec moi, tu le faisais respectueusement. Quand tu m'aidais, tu le faisais sans attendre de récompense. Les autres prétendront que j'ai été manipulée ou confuse. Mais la vérité est plus simple. Je voulais que mon héritage soit entre les mains de quelqu'un qui honorerait son esprit, pas seulement en préserverait la valeur. Maintenant, quelques conseils d'outre-tombe, ne laisse pas cette richesse changer qui tu es. Utilise-la pour devenir plus authentiquement toi-même. Fais ce voyage en Italie dont nous avons toujours parlé. Finance ce programme de soins palliatifs pédiatriques dont tu rêvais de créer. Garde la maison du lac dans la famille un jour. Tu auras peut-être des enfants qui l'aimeront comme nous. Et peut-être, quand les blessures auront suffisamment cicatrisé, trouve des moyens d'inclure à nouveau la famille, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que la connexion compte. Fixe des limites. Bien sûr. Je n'ai pas été élevé pour être un paillasson, et toi non plus. Mais laisse de la place pour la croissance et la réconciliation. Je t'aime, ma chère fille. Je suis si fier de la femme que tu es devenue. Grand-maman Éléanore. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je lisais et relisais ces mots. Même maintenant, elle me guidait, m'offrant sagesse et permission de tracer ma propre voie. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à mettre en œuvre ces suggestions. J'ai créé la bourse commémorative Éléanore Miller à l'école d'infirmière que j'avais fréquentée, spécifiquement pour les étudiants intéressés par les soins palliatifs. J'ai commencé les démarches pour créer une fondation axée sur le soutien aux personnes âgées sans soutien familial, des personnes qui, contrairement à grand-maman, n'avaient personne pour les défendre dans leurs dernières années. J'ai fait ce voyage en Italie, visitant le petit village de Toscane où les parents de grand-maman étaient nés. En marchant sur les mêmes rues pavées qu'ils avaient foulées, j'ai ressenti un lien avec mon histoire qui transcendait le récent conflit familial. Quant à la famille elle-même, la guérison est venue dans de petits moments inattendus. La cousine Rachel a pris contact la première, me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. Elle a apporté des photos de sa nouvelle petite fille, qu'elle avait nommée Éléanore. Je veux qu'elle connaisse les vraies histoires de famille, a expliqué Rachel maladroitement, pas seulement les versions polies que nous racontons lors des collectes de fonds. Est-ce que serais-tu prête à partager certains de tes souvenirs avec elle un jour? Nathan m'a invité à son mariage, bien que je soupçonne que sa fiancée ait insisté. Pourtant, quand j'y ai assisté, il s'est fait un devoir de me présenter à tout le monde comme ma cousine qui dirige la fondation Éléanore Miller. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était une reconnaissance. Tante Judith est restée distante, mais a envoyé une carte de Noël avec une brève note, « Ta grand-mère serait fière de ce que tu fais avec la fondation. » Venant d'elle, c'était pratiquement une branche d'olivier. L'oncle Philippe n'est jamais revenu. Certaines blessures sont trop profondes, certaines fiertés trop rigides pour plier. J'ai fait la paix avec cette réalité tout en laissant la porte ouverte au cas où il changerait d'avis. La plus grande guérison est venue grâce à une connexion inattendue. Lors d'un événement de la fondation, j'ai rencontré le neveu de grand-maman, Lucas, le cousin de mon père, qui avait déménagé en Californie il y a des décennies. Il avait perdu le contact avec la famille, mais avait de bons souvenirs de grand-maman et de mon père. Robert était le meilleur d'entre nous, m'a-t-il dit lors d'un dîner. Il a choisi l'enseignement plutôt que l'argent, la substance plutôt que le statut. Éléanore l'adorait pour avoir vécu authentiquement. Grâce à Lucas, j'ai découvert une branche de la famille non entachée par la bataille pour l'héritage, des cousins germains et issus de Germain qui ont partagé des histoires et des photographies que je n'avais jamais vues, élargissant ma compréhension de notre histoire familiale au-delà du récit étroit avec lequel j'avais grandi. Un an après le décès de grand-maman, j'ai organisé un dîner commémoratif à la maison. J'ai invité seulement ceux qui avaient sincèrement pris soin d'elle, Maria et d'autres soignants, Monsieur Harrison, quelques voisins qui avaient été de vrais amis, Lucas et sa famille, et oui, même Rachel et son bébé Éléanore. Nous avons partagé des histoires, des rires et quelques larmes, créant le genre de rassemblement que grand-maman aurait aimé.
Alors que tout le monde se mêlait dans le jardin après, Monsieur Harrison s'est approché de moi avec un verre de la liqueur de cerise préférée de grand-maman. Vous savez, a-t-il dit doucement, j'ai géré des centaines de successions au cours de ma carrière, j'ai vu des familles se déchirer et des relations se détruire pour bien moins que ce qui était en jeu ici. Je ne suis pas sûr que notre famille s'en soit beaucoup mieux sortie, ai-je admis. Il a secoué la tête. Vous me comprenez mal. Le miracle n'est pas que certaines relations aient survécu. C'est que vous êtes resté fidèle à vous-même tout au long de ce processus. Eleanor m'a dit une fois que sa plus grande réalisation n'était pas sa richesse ou son statut, mais d'avoir élevé un fils qui appréciait suffisamment l'intégrité pour la transmettre à sa fille. J'ai regardé autour de moi le rassemblement, pas la famille que j'avais prévu d'avoir, mais une famille choisie liée par un amour et un respect sincère pour grand-maman Eleanor. Sur la cheminée à l'intérieur, sa photo veillait sur nous tous, son léger sourire semblant dire qu'elle avait su comment tout se déroulerait. L'héritage m'avait coûté des relations, mais il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, la liberté de vivre selon mes propres valeurs, tout comme mon père l'avait fait, tout comme grand-maman m'avait appris à le faire. J'ai compris maintenant que cela avait été son véritable legs, pas la maison ou l'argent, mais le courage de rester ferme dans ma vérité. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités s'en allaient, je me suis tenu sur le porche à regarder les lucioles danser dans la douce nuit d'été. Nous l'avons fait, grand-maman, ai-je murmuré. Nous avons remis les choses en ordre. Avez-vous déjà dû trouver votre voie face aux attentes familiales? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a parlé, je vous invite à vous abonner pour plus d'histoires touchantes sur les liens familiaux, les héritages surprenants et la découverte de la force intérieure pendant les moments les plus difficiles de la vie. Rappelez-vous, parfois l'héritage le plus significatif n'est pas l'argent ou les possessions, mais la sagesse, l'amour et la résilience transmis de génération en génération. Merci de faire partie de mon voyage aujourd'hui. Puissiez-vous toujours trouver la force de vivre votre vérité, tout comme ma grand-mère Eleanor m'a appris à vivre la mienne.